Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère de Paris, porte-parole nationale de la France Insoumise. Oratrice nationale. Oratrice nationale. Vous avez manifesté hier contre, je cite, la politique libérale du gouvernement. Est-ce que c'était un baroud d'honneur ? Écoutez, c'était une manifestation, voilà, qui, à la différence des autres manifestations, avait eu notamment le soutien de forces ouvrières. Pour autant, il faut reconnaître que même si la mobilisation était correcte et les chiffres n'ont rien à voir avec ce qu'annonce la police, mais bon, on va pas rentrer dans une. Vous avez vous les chiffres précis parce qu'ils disent 80 000 en France, sur toute la France. Ça, oui. C'est le ministère de l'Intérieur. Quels sont vos chiffres? On les trouve pas. Je sais que la CGT, nous ne sommes pas les organisateurs, les initiateurs, hein, nous, France Insoumise, de la manifestation, mais nous soutenions et bien évidemment la manifestation. Mais j'ai entendu la CGT qui disait à Paris 40 000 personnes. Mais au-delà de la bataille des chiffres, qui est quand même toujours un écart complètement dingue, j'ai trouvé que la mobilisation n'était pas du tout ridicule comme veulent faire croire les forces de l'ordre et certaines composantes politiques. Pour autant, évidemment qu'elle n'est pas à la hauteur. On est dans une situation extrêmement grave où la politique de M. Macron va remettre en cause un siècle de conquêtes sociales. Ces conquêtes sociales, elles sont issues de luttes, de mobilisation, de rapports de force extrêmement importants. Casser le code du travail, c'est-à-dire remettre en cause la hiérarchie des normes, faire que demain, on puisse se retrouver tous dans des contrats précaires, que nos salaires peuvent baisser, que nous puissions avoir beaucoup moins de droits pour défendre, pas simplement nos droits dans l'entreprise, mais y compris nos conditions de sécurité au travail. C'est un recul sans précédent. Alors pourquoi cette mobilisation ne prend pas ? Alors, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Hein, je prétends même pas les avoir tous. Bon, on sait que une majorité de Français, écrasante dans le pays, sont en désaccord avec cette loi et pensent que cette loi est une régression sociale. Donc, on voit bien que ça n'est pas une affaire de conviction. Pourquoi est-ce que de la conviction on ne passe pas à l'engagement et on ne vient pas suffisamment nombreux en manifestation? À mon avis, il y a à la fois la division syndicale qui n'a pas aidé. C'est-à-dire que si dès le début, on avait eu un front uni d'organisations syndicales, je pense qu'on serait dans une autre situation. Mais deuxièmement, je pense qu'on doit cesser cette coupure entre les luttes sociales d'un côté et les luttes politiques de l'autre. Car on voit bien que sur la question du code du travail, quand c'est finalement des acquis fondamentaux républicains qui sont remis en cause, cela concerne les travailleuses et les travailleurs, mais cela concerne également tous les citoyens. Et si on avait répondu favorablement à notre demande, et on continue à l'exprimer, souvenez-vous, le 23 septembre, M. Jean-Luc Mélenchon, à l'issue de la marche Place de la République de la France Insoumise, avait dit « mais prenons un samedi, choisissons une date ». Que les organisations syndicales, y compris, soient en première ligne et que nous, forces politiques, citoyennes, France Insoumise et plein d'autres, celles et ceux qui sont contre vous dites qu'il y avait la division syndicale social, soyons tous derrière. Et vous voyez bien que si on est en capacité demain de créer la jonction à la fois entre l'ensemble des luttes qui traversent le pays, mais en même temps entre les forces syndicales et les forces politiques, eh bien oui, je pense que là, on est en capacité de créer le rapport de force nécessaire pour faire plier le gouvernement. Alors d'abord, la division syndicale, vous avez dit au début, il y avait Force ouvrière dans la manifestation. Ça n'a pas tellement plus mobilisé, alors qu'il y a quand même un syndicat de poids qui, cette fois, a décidé de se joindre aux manifestations. Donc elle est moins forte qu'elle l'a été, et pourtant ça ne prend pas. Ouais. Parce que sans doute ça a été tardif. Regardez, vous avez une mobilisation qui a été très forte, très historique au moment de la loi El Khomri, mais qui en même temps a du mal à trouver sa stratégie. Et on était dans la stratégie de une manif, et puis ensuite, allez, une autre manif, puis ensuite une autre manif. Ce qu'on a pu appeler les mobilisations de journées d'action en saute-mouton. Bon. Il y a eu une énorme insatisfaction parmi les salariés qui était de se dire, mais enfin, à quoi bon perdre une journée de salaire? C'est extrêmement dur si on n'est pas derrière un objectif clair. Y aller pour gagner. Et là, on finalement se retrouve à travers la mobilisation contre les ordonnances, avec la même stratégie, l'unité en plus affaiblie, puisque les organisations syndicales, notamment Force ouvrière, ont beaucoup tergiversé, hésité. Il y a eu énormément de débats internes. Hein. C'était un syndicat qui a été traversé par de très forts échanges, hein, de divergences stratégiques entre les syndicalistes. Et tout cela, finalement, ça ne crée pas une mobilisation. Mais vous avez énormément de secteurs en lutte. Moi, je ne cesse tous les jours, plus d'une fois par jour, à venir soutenir des secteurs en lutte très différents. Il y a cette division convergence syndicale et politique dont vous parlez, dont Jean-Luc Mélenchon a parlé dès hier dans la manifestation. On a bien vu que depuis très longtemps, la CGT ou les communistes étaient proches, se sont séparés, qu'aujourd'hui vraiment
syndicalistes et partis politiques font, j'allais dire, bande à part. Comment on peut imaginer qu'aujourd'hui, ils puissent se réunir à nouveau? En fait, vous avez un héritage historique qu'on parle toujours et que bien souvent on brandit, qui est la charte d'Amiens, qui est un texte assez fondateur dans le syndicalisme français sur l'indépendance par rapport aux politiques, mais qui était à une époque où le mouvement syndical était extrêmement fort, était en capacité d'organiser vraiment la rupture dans le pays sur les rapports sociaux de production, et donc était dans un autre rapport de force vis-à-vis du pouvoir. Ce qu'il faut respecter aujourd'hui, c'est l'indépendance des organisations syndicales, et c'est pareil pour les organisations associatives et les partis politiques. Mais cette indépendance organique ne doit pas être interprétée comme l'impossibilité de créer des convergences et des manifestations et des batailles communes. Regardez, le mouvement associatif est attaqué par Macron sur la question des contrats aidés qui, au lieu d'avoir été pérennisés et transformés en emplois stables, on les supprime du jour au lendemain dans un moment où on asphyxie les associations. C'est un pilier de la démocratie que M. Macron bousille ainsi. Eh bien, il faut pouvoir être capable de converger ensemble, parce que c'est une question politique et démocratique essentielle. Donc il faut dépasser cela, dans le respect de l'indépendance des organisations syndicales et associatives. Faisons front commun, soyons en capacité de faire des marches populaires communes. C'est une tentative qui a déjà un peu échoué. On sait que Philippe Martinez est venu au début, à la rentrée de septembre, rencontrer ici même à l'Assemblée Jean-Luc Mélenchon. Et finalement, on les voyait, ils n'étaient pas à côté hier dans la manifestation. Il n'y a pas d'envie, visiblement, de la part des syndicats. Alors écoutez, ce débat, il évolue chez les organisations syndicales. Vous avez des discussions avec eux? Écoutez, vous savez, quand on a une manifestation comme celle d'hier, eh bien, on passe la journée à débattre de cela, à discuter, à échanger de cela avec tout un tas de syndicalistes et associatifs. Et d'ailleurs, sur des luttes locales, sur nombre de luttes locales, eh bien, des organisations syndicales pensent aussi qu'il faut faire sans doute évoluer nos moyens de lutte. Regardez, quand je soutiens les femmes de chambre qui sont en lutte contre leur entreprise de sous-traitance, eh bien, ils mettent en place des comités de soutien pour voir comment les citoyens peuvent s'impliquer. C'est la même chose en ce moment autour du collectif des travailleurs de la restauration rapide. Il y a un comité de soutien pour que celles et ceux qui ne sont pas forcément des travailleurs de la restauration rapide puissent aider à ces luttes, parce qu'il y a des problèmes de franchise totalement inacceptables qui vont remettre en cause les droits des salariés qui sont déjà extrêmement précaires. Donc, comme on est dans une situation où les salariés ne sont plus comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, comme il y a un siècle, dans des grandes entreprises, et que de plus en plus on a une atomisation, un éclatement du salariat, avec aussi des nouvelles formes d'auto-entrepreneurs, d'exploitation terribles, il faut aussi penser les résistances aussi autrement pour prendre en compte ces données-là et se dire que quand en plus on a un gouvernement qui fait à ce point-là une politique néolibérale qui va tout remettre en cause, les fondamentaux, y compris les acquis de 45, parce que c'est la Sécu, il va s'attaquer à la sécurité sociale. Alors on va parler aussi de l'université et on va parler de la mobilisation des jeunes. On écoute avant cela Gabriel Attal, il est député de La République En Marche des Hauts-de-Seine. En tout cas, c'est une preuve qu'on arrive à convaincre. On applique le programme, je disais à l'instant, du président de la République. On le fait sur le marché du travail, avec les ordonnances qui ont été prises, qui seront ratifiées le 4 décembre. On le fait sur le plan étudiant, dont je serai le rapporteur à l'Assemblée nationale, qui est un projet de loi de réussite pour les étudiants. Et la contestation contre la réforme de l'université ne prend pas, en effet, en tout cas pour l'instant, dans la rue. Pourquoi? Parce que les Français sont pour, à votre avis? Parce que les jeunes, ils ont envie de réussir. Les jeunes, finalement, ils sont pas tellement avec vous. Ils n'étaient pas très nombreux hier dans la manifestation, alors que 30% de la jeunesse a voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. C'est un désaveu pour vous? Non, c'est la démonstration qu'il faut travailler encore, voilà, et que. Est-ce que vous êtes allé mobiliser dans les facultés? Oui, le travail a commencé, mais pas assez pour l'instant. Vous savez, moi, je suis de la génération 1986. Hein, j'avais 16 ans, j'étais au lycée et je m'étais pleinement engagée contre la loi de Vaquet qui à l'époque instaurait la sélection à l'université. Là, la politique de Monsieur Macron n'est absolument pas une politique pour la réussite de tous. C'est quoi? C'est de les jeunes alors finalement ne vous suivent pas? Alors, attendez. D'abord, on ne demande pas aux jeunes de suivre qui que ce soit. On demande aux jeunes de prendre connaissance. Ils avaient un mot d'ordre hier contre la réforme de l'université, aux jeunes de prendre connaissance de la réalité de ce qui est proposé et de faire ce travail de désenfumage. Parce que, évidemment, vous n'allez pas faire grève contre une réforme qui serait censée être pour la réussite pour tous. Mais on sait bien que c'est pas ça le cas. Alors, vous avez quelle situation? Quelle est la situation? Il y a des années après des années,
on a baissé les moyens à l'université. Résultat, il n'y a pas assez de place à l'université. Donc que fait le gouvernement face à la situation absurde du tirage au sort? Eh bien, il restaure la sélection. Et il supprime le tirage au sort déjà. Oui, mais il supprime le tirage au sort pour organiser une sélection bien plus sévère. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il casse le baccalauréat. Fini le diplôme national, vous aurez des baccalauréats à la carte selon les établissements, avec un renforcement du contrôle continu et avec une possibilité déjà demandée aux établissements scolaires pendant la préparation de l'orientation en ce moment. Vous savez qu'on demande au conseil de classe déjà de présélectionner le futur étudiant, sans que ça ait un poids particulier visiblement. Mais bien sûr que si, ça va décisif sur le choix de l'université. Bien sûr que si, ça peut commencer d'ores et déjà à compter, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ensuite, les universités vont pouvoir émettre un avis et de dire ah non, finalement, on regarde votre dossier. On vous veut pas, on pense que c'est pas bien pour votre réussite. Mais il y a le dernier mot laissé à l'élève. Donc si l'élève veut absolument entrer dans la filière et qu'il y a de la place, vous êtes sûr qu'il y a le dernier mot à l'élève? C'est ce que dit le gouvernement. Sauf que c'est pas du tout la réalité. Le dernier mot, il n'est pas laissé à l'élève. Avec des attendus et peut-être une année de transition, une remise à niveau. Oui, mais donc c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que oui, mais la possibilité quand même de faire les études qu'on veut. Non, pas du tout. Non. Aucune garantie. D'abord, vous n'avez pas de garantie. Avant, vous aviez le bac, premier grade universitaire. Vous aviez votre diplôme national et vous aviez la liberté de choisir la filière de votre choix. Et par contre, on pouvait comprendre que selon les places aux universités, si vous choisissez la filière de votre choix, vous ne choisissez pas forcément l'université de votre secteur. Bon, très bien. Sauf que cela maintenant est rompu. Cela avait déjà été rompu par l'introduction de la sélection de manière progressive dans un certain nombre de filières, puis par le tirage au sort. Et maintenant, cette réforme va remettre ça en cause de manière beaucoup plus forte. Mais il n'y a pas déjà une sélection par l'échec? Quand on voit qu'il y a 40% de taux d'échec pour les étudiants dès la première année, finalement, est-ce qu'il faut envoyer ces étudiants dans une voie de garage? Ce qu'il faut faire, c'est de toute façon ne pas leur permettre de faire les études de leur choix. Leur faire une remise à niveau. Prenons le problème à l'inverse, d'accord? Donnons les moyens à l'université de contribuer à la réussite de tous. C'est donc en donnant des moyens financiers à l'ensemble des filières, en arrêtant de faire des pôles d'excellence qui captent tous les moyens, et ensuite les autres filières ou les autres universités qui sont laissées totalement à l'abandon. Ensuite, en faisant vraiment un travail pédagogique sur la contribution à la réussite réellement dans le parcours universitaire. Mais certainement pas en cassant le premier grade universitaire et en réduisant les aides comme les APL pour les jeunes, mais au contraire en se disant mais comment ça se fait? Vous avez de plus en plus de jeunes qui travaillent pour financer leurs études, c'est écrasant. On sait même qu'il y a des problèmes de prostitution chez les étudiants pour pouvoir financer les études, donc on est face à des choses extrêmement lourdes, extrêmement graves. En République française en 2017, on ne donne pas les moyens, la dignité de la jeunesse. Instaurons une allocation d'autonomie pour l'ensemble des jeunes en formation. On voit que votre voix porte ce matin, mais celle de la France insoumise un peu moins ces derniers temps. Même Jean-Luc Mélenchon a dit que Emmanuel Macron avait le point. Est-ce que Laurent Wauquiez ça, c'est pas parce que notre voix porte pas. Est-ce que Laurent Wauquiez ne va pas vous prendre votre place de premier opposant à Emmanuel Macron? Non, justement. Vous savez, c'est quand même assez historique. Jamais dans l'histoire de la Ve République, vous n'avez eu un président élu et si rapidement contesté dans la société, si bas dans les sondages. Et vous avez une force, la France insoumise, extrêmement jeune, qui n'a finalement qu'un petit groupe à l'Assemblée nationale, 17 députés, et qui a réussi à s'imposer comme la force d'opposition à Emmanuel Macron et à son monde. Et cette force d'opposition, notre tâche maintenant, c'est de l'ancrer localement pour vraiment permettre l'auto-organisation dans les quartiers. Parce qu'on pense que voilà la difficulté du passage à l'engagement de toutes celles et ceux qui sont convaincus que cette politique de Macron va dans le mauvais sens et que le programme L'Avenir en commun, lui, a les réponses pour faire autrement. Eh bien, pour qu'il passe à l'engagement, il faut que tout le monde reprenne conscience et confiance dans les capacités collectives d'action. Par contre, Monsieur Wauquiez, écoutez, c'est la tendance réactionnaire de Macron. Mais enfin, sur les questions économiques, il n'y a absolument aucune divergence. Demain, Christophe Castaner sera élu sera élu à la tête de La République En Marche, délégué général, il est le seul candidat. Le fonctionnement de la France Insoumise c'est un petit peu particulier aussi, il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de véritable organisation et c'est assez vertical. Est-ce que vous comprenez, vous, que Christophe Castaner soit le candidat choisi par Emmanuel Macron? Alors nous, on cherche au contraire une très grande horizontalité.
En fait, finalement, si j'essaie de comprendre ce qui se passe... Il y a même une verticalité avec Jean-Luc Mélenchon à la tête du en fait, mouvement. si j'essaie de comprendre comment fonctionne le mouvement En Marche, finalement, ils ont procédé dès le lendemain de la législative à quelque chose de très classique, c'est-à-dire l'installation de rapports de pouvoir et d'instances à tous les échelons. Donc comme tout parti, organisation classique, voilà, et donc avec finalement absolument pas de débat démocratique et de réflexion de à quoi on doit servir. Bon, nous on fonctionne totalement différemment. On a des groupes d'action qui sont totalement autonomes sur l'ensemble du territoire. Alors ça peut être des groupes d'action géographiques ou par thème ou par action. Et à chaque fois notre objectif c'est comment contribuer à l'implication du plus grand nombre. Et tout est tourné vers cet objectif-là. Et donc pour nous, la façon dont on doit penser l'organisation efficace au service de cela, on le fait de manière progressive. Et on se réserve le droit de se dire c'est assez unique de créer un mouvement citoyen comme le nôtre. Ne figeons pas. Ne décrétons pas tout de suite et maintenant comment tout doit fonctionner. Au contraire, essayons d'abord d'ancrer localement le plus fortement nos actions, de contribuer à des formations aux pratiques militantes. On s'inspire énormément. Du coup, ça vous choque cette élection de Christophe Castaner? Bon, je trouve ça d'un classicisme parti finalement comme les autres, quoi. Puis avec en plus le candidat unique. Bon, bah voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de déceptions dans le mouvement En Marche parce qu'il n'y a absolument aucune innovation finalement. Je voudrais revenir sur votre affaire de HLM. Vous avez une habitation à loyer modéré. Alors je ne suis pas en HLM, je n'ai pas une habitation à loyer modéré. Alors attention parce que comme j'ai déjà insisté sur le fait que je pourrais 30 à 40% moins cher que le marché. Comme j'ai déjà insisté sur le fait que je pourrais poursuivre en diffamation toute personne qui dirait des choses erronées sur ma situation. Alors reprenez-moi. Je vous reprends. C'est un logement social quand même. Non. Je suis en loyer libre, c'est-à-dire un logement non social. Comme c'est écrit d'ailleurs dans les documents officiels de la RIVP, la Régie immobilière de la Ville de Paris, que vous pouvez accéder sur son site internet, la Ville de Paris, la RIVP explique que par exemple elle a 50 000 logements, que parmi ces logements il y a plus de 30 000 logements, enfin environ plus de 30 000 logements sociaux, et ensuite je sais plus le chiffre, je crois que c'est 12 000 loyers libres, et elle précise bien logements non sociaux. Ça veut dire que ce sont des loyers. Sauf que vous avez 83 mètres carrés pour 1 300 €. C'est 30 à 40% moins cher que les prix du marché. C'est à 19 € moins cher que le loyer médian. Si vous regardez sur le site internet du ministère du Logement, eh bien le loyer médian, vous savez, moi je suis dans ce logement depuis 14 ans. Donc vous pouvez pas comparer mon loyer aujourd'hui et les loyers aujourd'hui mis à la location. Et donc par rapport au loyer médian, c'est-à-dire vous avez la moitié de la population qui a un loyer plus élevé et la moitié de la population qui a un loyer moins élevé dans mon quartier pour la même superficie, pour le même nombre de pièces. Donc il n'y a absolument pas de J'entends bien, mais est-ce qu'avec vos moyens aujourd'hui, vos combats aujourd'hui, vous vous dites pas, je devrais avoir peut-être laissé cette habitation à un revenu plus, à des loyers bien sûr, sauf un que ménage ça sera plus modeste. Voilà, sauf que ça sera pas le cas parce que ces loyers libres ne sont pas attribués sur critères sociaux et donc il faut, si je le quitte, la RIVP trouvera une famille qui a les mêmes revenus que moi pour ce logement. Et donc le problème du logement et du scandale du logement, ça n'est pas du tout cette situation-là, malgré ce que certains médias ont voulu faire croire. C'est d'abord rendez-vous compte, quoi, 1 375 € mon loyer, c'est déjà énorme. Quand vous voyez c'est bien au-dessus du SMIC. Donc le scandale, c'est superficie sur Paris, en zone dense. Donc le scandale, c'est bien la spéculation immobilière. Donc vous restez dans votre habitation. Aujourd'hui, il faut absolument une bataille pour l'encadrement à la baisse des loyers. Aujourd'hui, il faut une bataille pour développer du logement social et du logement public. Et à cela, le gouvernement répond absolument pas. Et si par contre, on veut que des élus qui soient propriétaires, eh bien c'est une autre conception de la démocratie. Moi, je suis fière d'être dans mon quartier populaire et j'aimerais que les élus qui sont propriétaires de plein de logements qu'ils sous-louent se posent un peu plus les questions de la moralité et intéressez-vous par contre au logement social, par exemple à Puteaux, où là pour le coup vous avez la moitié des élus du conseil municipal qui sont non seulement en logement social, mais ils sont par ailleurs propriétaires d'autres logements qu'ils louent beaucoup plus cher pour devenir des rentiers de la spéculation immobilière. Donc voyez-vous, là sont les vrais scandales. Il y en a peut-être même à la France Insoumise chez vous, non? Non, absolument pas. Non. Alors merci Danielle Simonet d'avoir été avec nous. Vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise. Merci, très bonne journée à vous.